Bon après-midi à tous. Je remercie les organisateurs de cette manifestation de m'y avoir associé pour vous parler aujourd'hui des nouveautés concernant la BPCO. Comme vous le savez, le GOLD 2016 avait défini la BPCO comme étant une maladie qui est commune, évitable et traitable, qui est caractérisée par une limitation persistante des débits aériens, qui est d'habitude progressive et associée à une réponse inflammatoire chronique des voies aériennes et du poumon, et tout ceci est secondaire à l'exposition, que ce soit à des particules ou à des gaz nocifs. Donc la nouveauté dans le GOLD 2017, c'est que il y a apparition des symptômes respiratoires persistants, donc ça figure actuellement dans la définition, et on a vu la disparition de la réponse inflammatoire chronique de la définition. Par contre, si on continue un peu la lecture, on retrouve cette même inflammation chronique qui induit des changements structuraux et une réduction du calibre des petites voies aériennes avec une destruction du parenchyme pulmonaire, et tout ceci induit une diminution de la capacité des voies aériennes à rester ouvertes durant l'expiration. Concernant la physiopathologie, rien n'a changé. Comme vous le savez, une exposition professionnelle ou environnementale et surtout le tabagisme agissent sur un terrain génétiquement prédisposé pour induire une cascade enzymatique qui est secondaire à la manifestation de différentes cellules immunitaires. Donc tout ceci induit une inflammation et une destruction du parenchyme pulmonaire. Ainsi, on peut définir les lésions anatomiques au cours de la BPCO en deux catégories, soit une inflammation avec un œdème et un remodelage des voies aériennes, ou une distension, une destruction des espaces alvéolaires. Ainsi, concernant l'altération des voies aériennes, l'inflammation, le remodelage bronchique va induire une réduction du calibre, une réduction directe du calibre intrinsèque des bronches. Quant à la maladie du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire l'emphysème, comme vous le savez, les voies aériennes gardent leur calibre grâce aux forces de rétraction pulmonaire, et si on a une destruction du parenchyme pulmonaire, les bronches ne peuvent plus garder leur calibre, ce qui donne une diminution de ce calibre, d'où le trouble ventilatoire obstructif. Ainsi, on aura deux morphotypes selon les lésions anatomiques. Les blue blotter, c'est des maladies des voies aériennes prédominantes avec des signes cliniques d'insuffisance cardiaque, et les pink puffer, c'est une forme emphysémateuse prédominante sans signe d'insuffisance cardiaque droite. Cliniquement, comme vous le savez, les symptômes fonctionnels sont à type de dyspnée d'effort, de toux chronique et d'expectoration. Concernant la dyspnée, elle est généralement tardive, elle peut être parfois précoce. Au départ, elle survient à l'effort, elle survient surtout dès que le VEMS est inférieur à 60-70% de la valeur théorique. Elle est persistante et progressive. Elle s'aggrave surtout pendant les décompensations et peut entraver l'activité physique du patient, ce qui constitue le motif de consultation. Il y a plusieurs classifications pour cette dyspnée d'effort, dans l'échelle de Sadoul ou l'échelle de la New York Heart Association, mais il y a surtout l'échelle de dyspnée de la Modified Medical Research Council. C'est une échelle qui classe la dyspnée en 4 stades. Le stade 1, c'est une dyspnée à l'effort lors de la marche rapide ou en pente. Le stade 4, c'est une dyspnée en moindre effort. Les autres symptômes, la toux chronique en général, surtout matinale, ce qu'on appelle communément la toilette bronchique matinale du fumeur. Dès qu'il se réveille, il se met à tousser et à expectorer. Elle survient surtout le matin, mais après, elle surviendra durant toute la journée. Elle constitue rarement un motif de consultation. C'est des patients tabagiques qui sont habitués à tousser. Pour eux, la toux, c'est un symptôme qui est habituel. Elle demeure longtemps isolée. L'expectoration est chronique, elle est le plus souvent muqueuse, parfois mucopurulente en cas de surinfection. Elle n'est jamais très abondante et elle est parfois difficile à évacuer, surtout si le trouble ventilatoire obstructif est majeur. Il faut savoir qu'une expectoration hémoptoïque doit faire rechercher systématiquement un cancer chez tous les patients tabagiques. Tous ces symptômes figurent dans le questionnaire CAT, le COPD Assessment Test. C'est un test très facile qui remplit rapidement à l'interrogatoire. Il est basé sur 8 questions qui
parle surtout de ces symptômes qu'on a vus, donc la toux, l'expectoration, la dyspnée à l'effort, aussi il y a l'anxiété du patient, le sommeil, donc tout ça est noté entre 0 et 5. Et on fait un total pour pouvoir ensuite classer le patient. Un petit rappel rapide sur l'exacerbation aiguë. Donc la définition n'a pas changé selon le GOLD 2017. C'est toujours un événement aigu qui est caractérisé par l'aggravation des signes respiratoires qu'on vient de voir, au-delà des variations journalières et qui conduit à un changement du traitement. Donc ces événements sont classés comme légers s'ils nécessitent uniquement un traitement par des bêta-2 courte durée d'action. Ils sont classés comme modérés s'ils sont traités par des bêta-2 courte durée d'action avec des antibiotiques, avec ou sans une corticothérapie systémique. Et ils sont classés comme sévères si le patient nécessite une consultation aux urgences ou une hospitalisation. Il faut savoir que les exacerbations sévères sont souvent associées à une insuffisance respiratoire aiguë. À l'examen, donc l'examen initialement est normal au stade de début. Il est limité à des simples râles bronchiques qui sont secondaires à l'hypersécrétion bronchique. À un stade plus tardif, donc avec l'apparition du trouble ventilatoire obstructif, on a un allongement du temps expiratoire avec parfois une expiration à lèvres pincées, donc typique des patients BPCO. On a aussi une diminution du murmure vésiculaire à l'auscultation avec une atténuation des bruits du cœur. On a aussi une distension thoracique avec le caractéristique thorax en tonneau des BPCO, donc qui est secondaire à l'augmentation du diamètre antéro-postérieur du thorax. À un stade avancé, donc les modifications de cette géométrie donc, du thorax et de la mécanique de ce thorax sont responsables d'une posture assez caractéristique. Donc on a un thorax qui est très distendu, avec un patient qui est assis, penché en avant, et qui prend appui sur ses mains qui sont en rotation interne et qu'il pose sur ses cuisses ou sur ses genoux. Donc il cède de cette position pour mieux expirer, parce qu'il a du mal à expirer à cause de cette obstruction bronchique. Donc, plus tardivement encore, ou surtout lors des exacerbations aiguës, on a la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, donc les muscles inspiratoires tels que le sternocléido-mastoïdien, et les muscles expiratoires, donc l'expiration abdominale active. Il y a aussi le signe de Hoover, donc caractérisé, comme vous le voyez sur cette photo, par la diminution du diamètre transversal du thorax à sa partie inférieure. Donc, cette diminution survient paradoxalement à l'inspiration et témoigne d'une distension qui est très sévère. On peut aussi avoir une cyanose qui témoigne de l'hypoxémie sévère et aussi des signes d'hypercapnie à type donc, de troubles de la conscience surtout, hypersudation, astérixie et céphalée. On peut aussi trouver des signes d'hypertension pulmonaire et de dysfonction cardiaque droite. Le diagnostic positif, donc, après cet interrogatoire et cet examen physique, va se baser sur les symptômes à type de dyspnée d'effort, de toux chronique et d'expectoration, chez un patient qui présente des facteurs de risque donc d'exposition soit professionnelle, soit environnementale, et surtout le tabagisme. Donc, dans ce cas, la spirométrie s'impose pour établir le diagnostic. Donc, le diagnostic positif est toujours basé sur un rapport VMS sur capacité vitale forcée post-bêta-2 mimétique inférieur à 70%. Il faut savoir, donc, comme le test de réversibilité se pratique toujours, mais il n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, la réversibilité est définie par une augmentation du VMS de plus de 12% par rapport à la valeur théorique et de plus de 200 ml en valeur absolue. Donc, ce test est utilisé pour confirmer le diagnostic et évaluer la BPCO, mais il n'est plus recommandé d'évaluer le degré de réversibilité pour orienter les décisions thérapeutiques, c'est-à-dire la classification habituelle de GOLD 1, 2, 3, 4 en fonction du VMS ne rentre plus dans la classification de GOLD actuelle. Concernant le dépistage, donc un petit mot rapide sur le dépistage, donc la spirométrie n'a pas vraiment de rôle dans le dépistage de masse. Donc, son rôle est vraiment controversé dans le dépistage de masse. Par contre, chez les patients qui sont symptomatiques, donc qui présentent une dyspnée d'effort, une toux chronique, une expectoration et qui sont exposés donc, aux particules et aux gaz nocifs et surtout qui sont tabagiques plus que 20 paquets années, donc chez eux, la spirométrie devrait être considérée comme une méthode de dépistage précoce.
Par contre, chez les patients asymptomatiques et qui n'ont aucune exposition significative, donc le dépistage par spirométrie n'est probablement pas indiqué. Donc pour résumer tout ceci, il faut tout d'abord confirmer le diagnostic de la BPCO par spirométrie, donc en trouvant un rapport VMS sur capacité vitale forcée inférieure à 70% après bêta-2 mimétique. Le VMS, donc l'intérêt du VMS, c'est uniquement l'évaluation de la sévérité de l'obstruction bronchique. Il n'entre plus dans la classification GOLD 2017. Et la classification est basée surtout sur les symptômes et les exacerbations. Donc, concernant les symptômes, si on a un CAT inférieur à 10 et un score MMRC entre 0 et 1, le patient sera classé soit A, soit C. Par contre, si le patient est très symptomatique, qu'il a un CAT supérieur ou égal à 10 avec un MMRC supérieur ou égal à 2, le patient sera classé soit B, soit D. Concernant les exacerbations, donc si on en a 0 ou 1 par an, donc durant l'année précédente, le patient sera classé soit A, soit B. Si le patient est exacerbateur fréquent, c'est-à-dire qu'il présente plus que 2 exacerbations par an ou plus qu'une hospitalisation durant l'année précédente, il sera classé soit C, soit D. On vient maintenant au traitement. Donc, comme vous le savez, l'objectif du traitement des patients BPCO, c'est surtout de réduire les symptômes donc, et d'améliorer la tolérance du patient à l'exercice et d'améliorer sa qualité de vie, mais aussi de réduire les risques. Donc, prévenir la progression de cette pathologie, prévenir et traiter les exacerbations aiguës et réduire la mortalité. Donc, tous ces objectifs doivent être atteints avec le minimum d'effets secondaires possible. La base du traitement médicamenteux, c'est surtout donc, les bronchodilatateurs et les corticostéroïdes. Donc, pour ces deux médicaments, la voie de prédilection, c'est la voie inhalée, celle qui représente le meilleur rapport efficacité-tolérance. On commence par les bronchodilatateurs. Donc, les 3 principales classes sont les bêta-2 mimétiques inhalés, les anticholinergiques et la théophiline. Il faut savoir que les bêta-2 mimétiques sont soit de courte ou de longue durée d'action et leur délai d'action est soit rapide, donc de l'ordre de 5 minutes pour les formes de courte durée d'action et le formotérol, ou plus lent pour le salmétérol. Il y a aussi donc ces traitements induisent une réduction de la dyspnée, une amélioration de la qualité de vie du patient avec une réduction du nombre des exacerbations. Ces médicaments réduisent aussi les hospitalisations avec un niveau d'évidence B. Leurs effets indésirables, donc comme tout traitement, ils ont des effets indésirables, c'est surtout une tachycardie sinusale. Ça peut aller jusqu'aux troubles du rythme cardiaque, des tremblements chez les personnes âgées, parfois une hypokaliémie en cas de traitement par les diurétiques thiazidiques. On passe aux anticholinergiques. Donc, ils n'existent que sous forme inhalée et peuvent être soit de courte, soit de longue durée d'action. Donc, ces médicaments améliorent les symptômes et réduisent le nombre des exacerbations et d'hospitalisations, et ils améliorent l'efficacité de la réhabilitation respiratoire. Leurs effets indésirables, c'est surtout une sécheresse buccale, un syndrome prostatique mais qui est rare, une légère augmentation des événements cardiovasculaires qui a été notée sur différentes études, mais ils ne modifient pas la clairance mucociliaire. La théophiline, donc elle est disponible uniquement par voie orale. Donc, son rapport efficacité-tolérance est inférieur et beaucoup plus inférieur que les autres bronchodilatateurs inhalés et elle n'est pas indiquée en première intention. Donc, on peut l'indiquer en cas de non-réponse à l'association des autres bronchodilatateurs. Alors, malheureusement, sa toxicité est dose dépendante avec un bénéfice qui apparaît quand la dose est la plus proche de la dose toxique. Et elle a beaucoup d'effets secondaires, donc surtout les arythmies atriales et ventriculaires, des convulsions, des céphalées, insomnie, des nausées avec des épigastralgies, et il existe des interactions avec les digitaliques et le syndrome. Concernant les corticoïdes, donc, ils peuvent être utilisés dans la BPCO sous forme inhalée ou orale, mais la forme inhalée, c'est la seule qui a l'AMM en association au bêta-2 longue durée d'action. Donc, pas de corticothérapie inhalée seule chez les patients BPCO. La corticothérapie orale n'a pas de place à l'état stable donc, de la BPCO. Elle est même contre-indiquée vu l'absence de démonstration d'une efficacité clinique et vu les effets secondaires qui sont fréquents et qui sont majeurs. Donc, elle réduit l'effet de la réhabilitation et elle augmente aussi la mortalité. Concernant les effets secondaires de la corticothérapie inhalée, donc,
qu'est-ce qui nous vient en premier à l'esprit? C'est les pneumonies. Donc on va voir un peu ces pneumonies. Donc il faut savoir que le premier signal a été donné par l'étude Torch en 2007. Ensuite, donc, je vous montre là une étude qui a été publiée dans Thorax en 2013 qui s'est intéressée au number needed to treat, c'est-à-dire le nombre de patients qu'on a besoin de traiter pour éviter une exacerbation et au nombre de patients qu'on a besoin de traiter pour induire une pneumonie. Donc cette étude a analysé plusieurs études qui ont déjà été publiées et elle a remarqué que les résultats étaient controversés. En effet, certaines études ont montré qu'on avait besoin de traiter beaucoup plus de patients pour éviter une exacerbation qu'on en avait besoin pour induire une pneumonie. Alors que d'autres, comme celle publiée par Ferguson, a montré qu'on avait besoin de traiter 13 patients pour éviter une exacerbation, alors qu'on avait besoin de traiter 33 patients pour induire une pneumonie. Donc les données étaient vraiment controversées. Et si on s'intéresse plus à la méthodologie de ces études, donc on va voir qu'elles ne se sont pas très intéressées à la définition de la pneumonie. Donc là, je vous rapporte des études, donc ces 4 études prospectives qui ont cherché à identifier les éléments sémiologiques prédictifs de la présence ou de l'absence de pneumonie. Et ils ont conclu qu'il n'existe pas de score ou de signe physique qui a une valeur prédictive positive suffisante pour affirmer le diagnostic pneumonie. Donc jusqu'à ce jour, la radiographie de thorax est le gold standard pour donc, la définition de la pneumonie. Mais si on regarde donc ces études déjà citées, on remarque qu'aucune d'elles ne s'est intéressée à la radiothorax pour confirmer la pneumonie. Il y a même une étude, donc la dernière, qui n'a même pas défini la pneumonie. Quant à l'étude de Ferguson qu'on a déjà vue, elle a dit qu'on avait besoin d'autres études prospectives pour évaluer donc cet effet cette apparition de pneumonie chez les patients traités par l'association salmétérol-fluticasone. Donc, et ces études devaient avoir une méthodologie claire, c'est-à-dire une définition clinique et radiologique de la pneumonie. Donc ainsi, les résultats sont vraiment controversés si on regarde vraiment la méthodologie, donc il faut toujours lire les articles d'une manière critique. On continue avec le traitement. Donc la combinaison corticothérapie inhalée bêta-2 longue durée d'action a montré sa supériorité par rapport à chacun des traitements seuls dans l'amélioration de la fonction pulmonaire, dans la diminution des exacerbations chez les BPCO modérés et très sévères, et donc l'effet sur la mortalité reste controversé. Il faut savoir que si on ajoute à ces 2 traitements le tiotropium, ceci améliore la fonction pulmonaire et la qualité de vie et réduit le nombre des exacerbations. Donc je vous montre là l'étude Torch que vous connaissez tous, donc qui a été publiée en 2007. C'est une étude internationale multicentrique contrôlée, randomisée en double aveugle qui inclut plus de 6000 patients et qui a comparé l'effet de l'association salmétérol-fluticasone versus placebo sur 3 ans. Cette étude avait conclu que cette association réduisait le taux d'exacerbation modéré ou sévère de 25% comparé au placebo, avec une différence statistiquement significative, de 12% comparé au salmétérol et de 9% comparé à la fluticasone seule. À 3 ans, donc l'association salmétérol-fluticasone avait un score de qualité de vie qui était de moins de 3,1 unités comparé avec le placebo, de moins de 2,2 unités comparé au salmétérol avec une différence statistiquement significative et de moins de 1,2 unités comparé à la fluticasone seule. L'association salmétérol-fluticasone améliore aussi le VMS à 3 ans de 92 ml comparé au placebo, de 50 ml comparé au salmétérol et de 44 ml comparé à la fluticasone seule avec une différence statistiquement significative pour les 3 groupes. Donc, cette étude a aussi démontré une réduction du risque de mortalité à 3 ans de 17,5%, donc comparé au placebo. Une autre étude donc, qui a été publiée en 2008 s'est intéressée à l'association bêta-2 longue durée d'action corticothérapie inhalée versus tiotropium. Donc c'est une étude randomisée en double aveugle qui inclut 1323 patients. C'est la première étude qui a comparé l'association salmétérol-fluticasone versus
tiotropium. Donc cette étude avait montré que cette association avait donc amélioré la qualité de vie comparée au tiotropium, comme vous le voyez sur le schéma suivant. Donc il y avait une nette amélioration du score de Saint-Georges. Ainsi, donc, la proportion de patients atteignant une amélioration cliniquement significative du score de Saint-Georges à 2 ans était plus élevée dans le groupe salmétyrol-fluticasone que dans le groupe tiotropium. Cette étude donc, a aussi montré que les deux traitements avaient des effets similaires sur la réduction des exacerbations de BPCO, mais avec une réduction du recours aux corticothérapies systémiques dans le groupe salmétyrol-fluticasone, avec une amélioration de la qualité de vie, comme on l'a vu pour le score Saint-Georges. Concernant donc les décès, cette étude a montré une réduction du nombre de décès pour la branche donc salmétyrol-fluticasone. Donc on avait en total 21 décès comparés à 38 pour le groupe tiotropium, et durant le traitement il y a eu 18 décès comparés à 34 pour le groupe tiotropium. Les autres médicaments de la BPCO, donc il y a les inhibiteurs de la phosphodiesterase 4 qui ont une activité donc suppressive pour la production de cytokines, la prolifération cellulaire et le chimiotactisme. Donc, ils améliorent la fonction respiratoire et réduisent les exacerbations, mais malheureusement, ce traitement n'est pas disponible chez nous. Les autres traitements, donc les agents mucolytiques, ne sont pas recommandés de première intention chez les patients porteurs de BPCO, et il est recommandé de ne pas prescrire d'antitussifs chez ces patients. Donc, la BPCO ne constitue pas aussi une indication aux antileucotriènes. Concernant la vaccination, donc la vaccination antigrippale doit être systématique chez les patients BPCO. Quant à la vaccination antipneumococcique, elle est indiquée chez les patients de plus de 65 ans ou chez les patients jeunes et qui présentent d'autres facteurs de comorbidité, donc ceci selon les recommandations du GOLD 2017. Donc, ainsi, concernant le traitement de la BPCO à l'état stable, en 2016, les recommandations étaient de commencer par un bêta-2 de courte durée d'action ou un anticholinergique de courte durée d'action. Si pas d'amélioration, on a d'autres choix, donc mettre un bêta-2 longue durée d'action ou un anticholinergique longue durée d'action. En 2017, il est toujours recommandé de commencer par un bêta-2 à courte durée d'action, d'évaluer les effets et en fonction des résultats, on va continuer à arrêter ou essayer une autre classe de bronchodilatateurs. Pour les BPCO GOLD B, donc en 2016, le premier choix c'était les bêta-2 longue durée d'action ou les anticholinergiques longue durée d'action, avec le deuxième choix, donc l'association des deux. En 2017, donc c'est toujours la même chose, on commence par un bronchodilatateur à longue durée d'action et si les symptômes persistent, on associe les deux. Concernant les patients GOLD C, donc le premier choix à conseiller, c'est l'association corticothérapie inhalée bêta-2 longue durée d'action ou anticholinergique longue durée d'action, ça c'était en 2016. En 2017, on commence par un anticholinergique longue durée d'action. Si le patient présente plus d'exacerbations, on peut le mettre sous association bêta-2 longue durée d'action corticothérapie inhalée ou sous bêta-2 longue durée d'action anticholinergique longue durée d'action. Concernant le GOLD D, donc, en 2016, on conseillait de commencer par l'association bêta-2 longue durée d'action corticothérapie inhalée avec ou sans donc des anticholinergiques de longue durée d'action. Et en deuxième choix, c'est la trithérapie, c'est-à-dire corticothérapie inhalée, bêta-2 longue durée d'action et anticholinergique longue durée d'action. Donc, en 2017, donc, il est recommandé de commencer par des bêta-2 longue durée d'action avec des anticholinergiques longue durée d'action et si pas d'amélioration, si les symptômes sont persistants, on passe à la trithérapie, c'est-à-dire bêta-2 longue durée d'action, corticothérapie longue durée d'action avec des anticholinergiques longue durée d'action. Mais il faut savoir que l'association bêta-2 longue durée d'action, corticothérapie inhalée reste le premier choix en cas d'asthme associé à la BPCO, donc ce qu'on appelle le syndrome de chevauchement, donc, et en cas d'éosinophilie sanguine. Donc, dans ce cas, il est recommandé de commencer par les bêta-2 longue durée d'action avec les corticothérapies inhalées. Concernant l'éosinophilie sanguine, c'est vrai que d'autres études sont encore en cours, on n'a pas encore les résultats. Donc, beaucoup d'auteurs ont parlé de l'effet de l'arrêt de la corticothérapie. Donc, sur les patients qui sont sous trithérapie, quel serait l'effet de l'arrêt de cette corticothérapie? Donc, je vous rapporte ici
une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Donc, c'est une étude qui est en double aveugle, qui inclut 2485 patients BPCO avec des antécédents d'exacerbation. Donc, les patients étaient mis sous salmétérol, fluticasone, tiotropium pendant 6 semaines. Puis, on a divisé les patients en 2 groupes. Un groupe chez qui on a continué la trithérapie et un groupe chez qui on a arrêté progressivement la fluticasone en 3 étapes sur 12 semaines. Donc, si on regarde un peu les résultats, concernant le VMS, donc on remarque que dès l'arrêt total donc, de la corticothérapie inhalée, on remarque que le VMS fait une chute libre sur le versant, donc corticothérapie inhalée arrêtée. Par contre, les patients qui restent sous corticothérapie inhalée gardent quand même un VMS assez stable. Autre résultat, donc concernant les effets secondaires qu'on craint toujours, il a été démontré que les patients chez qui on a continué la corticothérapie inhalée avaient moins d'effets secondaires que sur le versant des patients chez qui on a arrêté la corticothérapie inhalée. Autre chose donc, concernant les décès, on a eu moins de décès sur donc, le groupe chez qui on a continué la corticothérapie inhalée comparé à l'autre groupe chez qui on a arrêté la corticothérapie inhalée. Concernant les pneumonies, les chiffres sont presque identiques. Donc, on a eu 72 pneumonies sur le groupe donc, chez qui on a continué la corticothérapie et versus 68 pour le groupe chez qui on a arrêté la corticothérapie. Donc, la différence n'est pas statistiquement significative. Les traitements non médicamenteux donc, de la BPCO, c'est surtout le sevrage tabagique. Donc, comme vous le savez, c'est la première mesure thérapeutique parce qu'elle diminue le déclin de VMS en premier lieu, mais parce qu'elle évite aussi les autres problèmes secondaires donc, au tabagisme, tels que les autres pathologies, qu'elles soient cardiovasculaires, les cancers et tout ça. Donc, les principes d'aide du sevrage tabagique, donc, selon le concept américain, c'est le principe des 5A. Donc, ASK, c'est demander à tous les patients s'ils fument ou non. Assess, c'est évaluer la motivation à l'arrêt. Advise, c'est conseiller à tous les fumeurs d'arrêter. Assist, c'est aider ceux qui veulent arrêter. Et Anticipate Relapse, c'est organiser un suivi. Donc, sur le plan pratique, dès que vous avez un patient qui consulte, vous posez les questions très simples. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous comptez arrêter? Et si c'est le cas, il faudra l'aider. Si ce n'est pas le cas, il faudra lui conseiller d'arrêter de fumer. Et s'il décide d'arrêter, il faudra faire le suivi pour qu'il ne récidive pas. Les autres traitements non médicamenteux, donc on a l'oxygénothérapie, donc une hypoxémie qui est contrôlée par des gaz du sang. Donc il faut avoir minimum 2 gaz du sang faits à 3 semaines d'intervalle qui montrent une PaO2 inférieure à 55 mm de mercure. Donc ceci indique que le patient est en insuffisance respiratoire chronique. Il faudra indiquer chez lui une oxygénothérapie de longue durée, donc à domicile, avec au moins 15 heures par jour. Donc, elle reste le seul traitement qui a fait preuve de son efficacité donc, chez les patients atteints de BPCO, donc pour prévenir, augmenter la survie, prévenir la surmortalité, avec donc, les patients qui présentent une hypertension pulmonaire par vasoconstriction hypoxique. Un petit mot sur la réhabilitation respiratoire. Malheureusement, on n'a pas de centre de réhabilitation en Tunisie, mais il faut savoir qu'elle a été définie par la SPLF comme étant un ensemble de soins qui est personnalisé, dispensé aux patients atteints d'une maladie respiratoire chronique, donc ce n'est pas uniquement la BPCO. Donc ces soins sont dispensés par une équipe transdisciplinaire et qui a pour objectif de réduire les symptômes, d'optimiser les conditions physiques et psychosociales et de diminuer les coûts de la santé. La réhabilitation respiratoire est basée sur un réentraînement à l'exercice, une kinésithérapie respiratoire, une éducation thérapeutique personnalisée, un aide au sevrage tabagique, une prise en charge nutritionnelle et une prise en charge psychosociale. Elle vise à réduire la dyspnée, à améliorer la qualité de vie des patients, à diminuer le handicap et à diminuer le coût de la maladie. Un petit mot sur la chirurgie. Donc, il faut savoir que le traitement médical ne donne souvent pas de résultats chez les patients qui sont atteints de PPCO évolués. Donc, sur des patients très sélectionnés, on peut avoir recours à un traitement chirurgical à type de bullectomie, de chirurgie de réduction de volume ou de transplantation pulmonaire. En conclusion, donc, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est qu'il faudra rechercher une éventuelle BPCO chez des patients
qui présentent des facteurs de risque dans l'anamnèse, c'est-à-dire qui sont exposés à un tabagisme qui soit actif ou passif, qui sont exposés à des polluants professionnels ou domestiques, environnementaux. Donc, dans ce cas, il faudra indiquer une spirométrie diagnostique avant et après bronchodilatation, donc qui confirmera le diagnostic en montrant un rapport VEMS sur capacité vitale forcée inférieure à 70% après bêta 2. Ainsi, on passera à la classification GOLD, donc entre A, B, C, D, selon le degré de la gravité, en se basant uniquement sur les données cliniques. Donc, le VMS ne fait plus partie de la classification GOLD. Et il faudra développer un concept thérapeutique qui sera centré donc, sur 5 points. Tout d'abord, c'est l'arrêt du tabac. Ensuite, c'est la réhabilitation pulmonaire en enseignant aux patients donc, ce qu'il faut apprendre sur sa maladie. Une pharmacothérapie qui est basée selon les recommandations de GOLD 2017. Une vaccination contre la grippe qui est systématique avec une vaccination antipneumococcique chez les patients âgés de plus de 65 ans ou chez les patients jeunes qui présentent d'autres facteurs de comorbidité. Et au besoin, on aura recours à d'autres thérapies telles que l'oxygénothérapie, voire la ventilation à domicile. Je vous remercie.